Merci de choisir la nouvelle chaîne ivoirienne pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la réponse du PDCI RDA au procureur de la République. Richard Adou avait annoncé de probables poursuites judiciaires des personnes impliquées dans l'appel à la désobéissance civile qui a fait officiellement 85 morts. Le parti d'Henri Konan Bédié nie toute responsabilité et se dit disposé à aller à la table du dialogue. Nous sommes en pleine saison sèche avec en prime l'harmattan, fait inhabituel depuis le début de cette saison. Tout rhume, céphalée et problèmes respiratoires font partie du quotidien des Ivoiriens. Des symptômes qui font penser au Covid-19. Les populations s'inquiètent. Les réponses des médecins dans ce journal. Et enfin, nous irons du côté d'Anyama où certains riverains dénoncent la démolition par erreur de leurs maisons sur le chantier du métro d'Abidjan. Plusieurs maisons ont été démolies à partir de 50 mètres d'emprise alors que le gouvernement avait annoncé l'élargissement de l'emprise de 50 à 200 mètres de part et d'autre des voies. Les éclairages du comité de suivi dans quelques instants. Le PDCI RDA n'a pas tardé à répondre au procureur de la République. Il y a 2 jours, Richard Adou a annoncé que le président du PDCI, Henri Konan Bédié, pourrait être visé par des poursuites judiciaires suite à l'appel à la désobéissance civile qui a fait officiellement 85 morts. Le PDCI, selon son porte-parole Bredoumi Soumaïla, s'y rendra sans crainte ni peur de quelques poursuites judiciaires et réitère sa volonté d'aller au dialogue. Les explications de Salif Yalekwe et de Fulgence Kissidou. 72 heures après la sortie de Richard Adou, procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, qui indexe l'opposition ivoirienne quant à sa responsabilité dans les violences qui ont entaché la présidentielle d'octobre 2020, avec un bilan de 85 morts et 500 blessés, le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Aimé Henri Konan Bédié, a dénoncé cette sortie et indiqué que le PDCI a plutôt contribué à l'accalmie dans le pays. L'accalmie que connaît actuellement notre pays est le résultat de l'engagement du président du PDCI RDA, soutenu par la volonté de paix et de démocratie à laquelle sont fermement attachés les leaders de l'opposition qui, dans leurs activités, dans leurs discours, dans les contributions de leurs élus au Parlement, s'inscrivent aujourd'hui dans la dynamique de la réconciliation dans notre pays. C'est pourquoi le PDCI RDA prend à témoin la communauté nationale et la communauté internationale, ainsi que tous les amis de la Côte d'Ivoire, sur sa disposition à aller à la table du dialogue véritable qui est susceptible d'effacer tous les germes de conflits et de palabres politiques qui minent la tranquillité des Ivoiriens et installent la Côte d'Ivoire dans la peur quotidienne de lendemains violents et fratricides. Et le PDCI RDA s'y rendra sans crainte ni peur de quelque procédure judiciaire que ce soit. Le procureur avait précisé que cette conférence de presse qui intervient au moment de la reprise du dialogue politique ivoirien était une simple coïncidence et d'ajouter qu'il n'est pas un acteur politique. Je vous le disais en titre, nous sommes en pleine saison sèche. Un vent d'harmattan souffle en ce moment sur Abidjan, comme c'est le cas chaque année à cette période. Mais cette fois, ce vent est accompagné de plusieurs symptômes qui font penser au Covid-19. Toux, rhume, céphalée et problèmes respiratoires font partie depuis quelque temps du quotidien des Ivoiriens. Les populations s'inquiètent, les médecins rassurent. Dans ce reportage de Jean-Michel Kouadio et de Mathurin Badé. Flora ne parvient plus à sortir de chez elle. Frappée par des problèmes de santé respiratoire qu'elle lie au changement de saison. Je me suis réveillée avec un mal de gorge et puis une petite migraine passagère. Et c'est dans la nuit d'hier à aujourd'hui que j'ai une forte migraine. J'ai fait la fièvre jusqu'au matin. La migraine était tellement intense que je ne pouvais pas regarder le téléphone. Et des coups battus. J'avais mal un peu partout, les genoux, les pieds. Tout mon corps me faisait mal, même jusqu'au dans le dos. J'avais des problèmes pour respirer même. Donc je me suis dit que j'allais mourir. Flora
n'est pas la seule à voir sa santé troublée par ce vent de l'harmattan. Pendant que les populations se préparent à accueillir le nouvel an dans la gaieté, un vent de grippe s'est invité aux festivités. Toux, migraines, rhumes, céphalées, problèmes respiratoires font partie, depuis quelques jours, du quotidien des Ivoiriens. Dans ce contexte de Covid, c'est la confusion. Avec l'air, l'atmosphère, tout ça là, on ne sait pas, la plupart des gens ne font pas les tests. Donc on ne sait pas de quoi on souffre. Et en temps normal, dans le mois de décembre, c'est la fraîcheur, c'est l'harmattan, mais c'est dû au climat. Je n'ose même pas sortir de mon bureau. Moi-même, je me demande qu'est-ce qui se passe, mais je pense que c'est dû à la négligence des gens. Cela est peut-être dû à l'harmattan, peut-être, voilà, le changement climatique, sûrement maintenant. D'aucuns disent que c'est dû à un nouveau variant. Voilà, peut-être que c'est juste des préjugés. Les poussières qu'on aspire à chaque fois peut emmener la grippe. À ce moment, j'ai été grippée aussi. Donc quand c'est comme ça enlève tous les maladies qui sont dans le corps. Ça envoie tout ça. Ça fait pâlure, tu as du mal à te lever le matin, tout ton corps te fait mal. Oui, actuellement, les grippes, là, vraiment, ça est en train de fatiguer les gens. Tout ce que tu as peur, souvent tu trouves, il y a d'autres qui toussent, il y a d'autres qui éternuent beaucoup. Bon, vraiment, on ne sait pas c'est quoi. Au centre de santé urbain communautaire Arras 3 à Treichville, la grande majorité des malades se plaignent des mêmes symptômes selon le médecin de service. On a une forte recrudescence de catopathologies, d'accord, le plus souvent respiratoire, d'accord. On a des épisodes de toux, de rhume, de fièvre qui s'associent régulièrement et les patients viennent nous consulter ces jours-ci beaucoup plus fréquemment. Ce qu'il convient de faire, c'est d'abord de respecter les mesures barrières parce que la Covid-19, tout comme la grippe saisonnière, se transmettent de la même manière, par les mêmes modes de contamination. Comme chaque année au mois de décembre, l'harmattan bat son plein en Côte d'Ivoire. Ce vent chaud et sec venu du Sahara ventile la poussière de décembre à février. Un phénomène qui est accompagné de troubles de santé respiratoire. Prenons la direction de la commune d'Anyama. Certains riverains du chantier du métro d'Abidjan sont mécontents. La raison, la démolition de leur maison à partir de 50 mètres d'emprise, alors que le gouvernement avait annoncé l'élargissement de l'emprise qui est passé de 50 à 200 mètres de part et d'autre des voies. Ils estiment que la démolition de leur maison est une erreur. Le comité de suivi du projet apporte des éclairages dans ce reportage de Yéli Traoré, Chèque Bleu et Mathieu Rambadé. Les travaux de libération des emprises de la ligne 1 du métro d'Abidjan ont été effectués. Après les concertations entre riverains et autorités de tutelle, les indemnisations ont également commencé. Mais dans la commune d'Anyama, certains riverains sont mécontents. En cause, la démolition par erreur, selon eux, de leurs concessions par les agents commis à cette tâche. À la maison, ils n'ont pas mis peinture là-dessus. Bon, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Et même m'ont dit que non, que je ne suis pas concerné. Donc à ma grande surprise, le 20 août, matin bonheur, c'est le bruit du caterpillar qu'on a attendu. Bon, à cela même tous ceux qui sont dans le quartier, mes voisins, ils ont venu garder leurs bagages chez moi en disant que ma maison ne sera pas cassée. Mais à ma grande surprise, on dit que bon, que ça sera cassé aussi, que c'est l'ordre qu'on les a donné. Et même ils ont dit qu'ils ont reconnu que la maison était cassée par l'erreur. Mais ils reconnaissent ça. Mais appeler c'est même que leur maison est cassée, pas encore. J'ai fait réclamation jusqu'à 3 fois. Au niveau du comité de suivi du plan d'action et de réinstallation, si l'on admet la possibilité d'une démolition par erreur, on se dit ouvert au dialogue. Nous sommes repassés après la démolition sur le terrain pour examiner justement ces cas de plainte-là. Nous avons tout recensé et donc nous les analysons, nous les chiffrons. Et peut-être que c'est le processus de chiffrage pour chiffrer quelque chose qui a été déjà démoli un peu plus difficile que si la chose existait. Donc c'est ça qui est peut-être un peu long à leurs yeux. Mais dire que nous ne nous occupons pas d'eux, je pense que c'est aller un peu trop loin. Autre motif d'incompréhension de la part des riverains d'Anyama,
l'élargissement de l'emprise qui passe de 50 à 200 mètres de part et d'autre des voies. On vient d'apprendre dans l'info pour dire que les ministres ont annoncé qu'ils vont prendre des 100 mètres, du 100 mètres des deux faces du rail. En tout cas, jusqu'à présent, nous n'est pas encore informés. On entendait encore qu'ils vont venir vers nous ici. On ne sait pas, c'est quand ils vont venir, mais il n'y a personne qui est venu nous dire quelque chose. C'est pour cela qu'on est inquiète. Là aussi, le comité de suivi fait des précisions. Le gouvernement a pris une décision, une nouvelle DUP, donc d'élargir l'emprise. Donc le gouvernement, en temps utile, va nous indiquer les dispositions à prendre pour s'occuper des personnes qui sont dans cette emprise-là. Les responsables du projet évaluent à plus de 60% de taux d'indemnisation des 9000 personnes impactées par le tracé du métro. Parmi ceux qui se sont présentés, en tout cas dans la zone nord, nous sommes autour de 7000 personnes qui sont venues nous voir. Et ces 7000 personnes ont eu donc des discussions avec nous et nous nous sommes entendus. Et il y a des cas résiduels où on n'a pas pu trouver d'accord. Donc quand on ne trouve pas d'accord, ces personnes-là peuvent saisir le mécanisme de plainte et donc leur dossier est étudié par ailleurs. D'une longueur totale de 37,4 km, la ligne 1 du métro d'Abidjan, qui est l'un des projets phares du gouvernement, viendra régler sur le long terme les problèmes de mobilité des Abidjanais. Prévu pour entrer en service en 2025, ce moyen de transport moderne devrait permettre de transporter plus de 500 000 passagers par jour. Faisons une incursion dans le monde agricole avec ce désir de réorganisation de la filière anacarde. La Fédération des unions régionales des producteurs de cajou de Côte d'Ivoire appelle à la mise en place urgente de l'organisation interprofessionnelle agricole dans la filière afin de faire face à la concurrence. Le collège des producteurs était face à la presse ce mercredi à Cocody. Les détails dans ce reportage de Pierre Dipomela et d'Éric Kimou. Les 19 régions productrices de noix de cajou réunies au sein de la Fédération des unions régionales des producteurs de cajou de Côte d'Ivoire ont fait le diagnostic de leur secteur d'activité. Si ce collège des producteurs salue les efforts du gouvernement, notamment les subventions au kilogramme d'amandes exportées et la réévaluation à la hausse de cette subvention du fait de l'impact de la Covid, il déplore toutefois le faible taux de transformation au niveau local. Les multinationales achètent toutes les bonnes noix de cajou ou presque, asséchant ainsi les unités de transformation locales. La fédération propose des pistes de solutions. Il est fait obligation aux exportateurs, les acheteurs et les coopératives de proposer exclusivement leur stock de noix de cajou aux transformateurs locaux avant toute exportation. Autrement dit, une fenêtre d'achat exclusive de 15 jours qui permettra aux usiniers de s'approvisionner en quantité et en qualité de noix brutes. Par-dessus tout, la mise en place de l'organisation interprofessionnelle agricole est la réponse définitive pour accroître la compétitivité de la production locale de noix de cajou selon ses producteurs. Il faut noter que l'État de Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts pour les acteurs de la filière. À nous de nous mettre ensemble pour être forts, pour faire face à la compétitivité. C'est pourquoi la mise en place de l'OIA est éminente, car elle est la solution en aval et en amont du cycle de commercialisation, à savoir par exemple pour les transformateurs. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de noix de cajou, mais ne transforme que 14% de sa production. Le défi du gouvernement est de parvenir à transformer plus de la moitié de sa production à court terme. Pendant cette période de fête, vous devez redoubler de vigilance sur les routes pour éviter des accidents. Les unités opérationnelles de la sécurité routière multiplient les actions sur le terrain pour vous aider dans ce sens. Thiemé Dandje, Aruna Zeba. Camp d'Abidjan-Agban, base du groupement de sécurisation routière. Des agents en position d'intervention sont prêts pour leur déploiement sur l'autoroute du Nord. En face, le commandant de l'unité spécialisée. Il décline la feuille de route du jour. Pour ce jour, nous allons dans un premier temps contrôler d'abord les vitesses, mais accessoirement contrôler les alcoolémies.
À côté de ces deux opérations, nous allons effectuer des patrouilles pour sensibiliser les vendeurs ambulants sur les routes. Notre objectif étant de protéger les populations et les biens, nous avons donc le devoir de sécuriser toute la circulation sur l'autoroute du Nord. Place maintenant à la descente sur le terrain. Moins d'une heure après, l'équipe du dispositif opérationnel est au kilomètre 60. La vidéo-verbalisation est vite installée. Les agents en charge de la sécurisation des lieux bouclent la zone. À leur côté, peu après, le commandant de l'unité opérationnelle. La vitesse étant limitée sur ce tronçon de l'autoroute à 120 km/h, nous mettons ici un radar pour pouvoir contrôler les éventuels contrevenants. Lorsque quelqu'un est signalé ici en excès de vitesse, il n'y a pas d'interception. La notification lui sera envoyée sur son téléphone portable, l'invitant à aller payer son amende vers les services compétents. Place maintenant à la mission du jour. Épinglé à 75 mètres du théâtre, tout chauffeur qui s'adonne à la vitesse au-delà des 120 km/h. Bilan, une moisson bien maigre. C'est vrai que l'objectif est de déceler ceux qui contreviennent aux règles, mais en même temps aussi, c'est de les inviter, c'est de les sensibiliser, c'est de les dissuader pour ne pas tomber dans les excès. Donc, s'il y a moins de véhicules qui ont été pris, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que notre action commence déjà à porter. Et on l'espère, ça va continuer comme ça jusqu'après les fêtes. L'unité progresse au kilomètre 75. Théâtre d'une autre mission de l'unité, le retrait de ceux qui transforment la route en lieu de commerce. Sur les lieux, pas de bâton. L'officier supérieur joue plutôt la carotte. Vous avez remarqué depuis un certain nombre de jours, on fait passer les gendarmes ici pour vous demander de ne pas vous mettre sur la route pour vendre. Si on le fait, ce n'est pas pour vous empêcher de gagner l'argent. C'est pour vous-même, votre sécurité. Ce qu'on vous demande, même si les cars s'arrêtent, ce n'est pas la peine de courir pour aller sur la route pour vendre. Laissez ceux qui ont envie d'acheter venir vers vous. Cette offensive sur les axes routiers du pays, dont l'autoroute du Nord, s'inscrit dans la campagne de sensibilisation et de répression des indélicatesses au volant, source de graves accidents sur les routes qui endeuillent des familles. À la manœuvre, ces hommes opèrent pour réduire l'inquiétante courbe ascendante. Hors de chez nous, l'Afrique du Sud entame une semaine de deuil suite à la disparition de Desmond Tutu, décédé le 26 décembre à l'âge de 90 ans. L'archevêque anglican sera honoré toute la semaine à travers des cérémonies dans le pays jusqu'à ses obsèques prévues le 1er janvier 2022. Pierre Dipomela. Après le choc et l'émotion à la suite de la disparition de Desmond Tutu en Afrique du Sud, place maintenant aux hommages. À Soweto, où le combattant de la liberté a passé une partie de sa vie, quelques dizaines de personnes sont rassemblées pour une cérémonie religieuse devant son ancienne maison. Une plaque sur un bout de façade rappelle que le champion des droits humains a vécu là. Les anciens voisins multiplient les témoignages. J'ai été le directeur de cette paroisse. Et il était mon paroissien comme archevêque. Quand il revenait du Cap à la maison, ici, pour rendre visite, c'est là qu'il venait prier. Nous ne pouvons pas aller à ses funérailles pour différentes raisons comme le Covid, les restrictions. Mais comme il avait une maison ici, qu'il a vécu ici, c'était important pour moi de prendre le temps de participer à cet adieu, à notre archevêque. Les Sud-Africains pourront se recueillir jeudi et vendredi devant la dépouille de Monseigneur Desmond Tutu, décédé à l'âge de 90 ans, avant les obsèques de l'infatigable pourfendeur de l'apartheid le lendemain, selon le communiqué fait par sa fondation mardi. Depuis lundi, les cloches de la cathédrale sonnent pendant 10 minutes à la mi-journée pour penser à lui. De nombreuses cérémonies, notamment religieuses, sont prévues tous les jours dans le pays, jusqu'aux obsèques de Desmond Tutu. Et c'est en Afrique du Sud que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Prenez soin de vous et à demain.